Oui, alors je suis Clémentine Logential, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne et je suis rattachée à un laboratoire qui est le laboratoire Simeos. Okay. Alors, l'intelligence artificielle, déjà, ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'elle existe depuis que l'informatique est née, depuis que les premiers ordinateurs sont là. Ce dont on parle beaucoup aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, en réalité, c'est d'une forme d'intelligence artificielle qui s'est beaucoup développée sous l'impulsion de ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va être capable d'agréger un ensemble de sources, de données, et sur la base d'interrogations qu'on va lui poser, de générer des textes, des contenus, des images. Et en fait, c'est en ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour parler d'une forme d'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle générative. Elle peut être utilisée partout, l'intelligence artificielle. Par contre, c'est un outil, comme tout, donc ça dépend comment on veut l'utiliser et qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Mais bien évidemment que dans la communication, aujourd'hui, ça peut créer du contenu textuel et iconographique, donc ça peut être utilisé par la communication. Et dans la gastronomie, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des modalités qui sont faites pour développer des recettes, développer des menus, faire tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, en réalité, peuvent utiliser l'intelligence artificielle, ça dépend de ce qu'on veut lui faire faire. Ça peut être des appuis qui sont extrêmement intéressants à utiliser, effectivement. Ce qui est intéressant dans l'IA générative, c'est qu'est-ce qu'on lui donne en entrée. Si on parle, par exemple, de créer des recettes, ça va être de donner la saison à laquelle on est, les produits qui sont disponibles dans un rayon, je ne sais pas, de 100 km si on veut travailler dans du locavorisme, la liste des producteurs, par exemple. Et sur la base de ça, oui, ça va pouvoir aider à générer des contenus auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc ça peut effectivement aider les restaurateurs, les industries agro. Mais ce qui va être important, j'insiste encore, c'est quelles données on donne en entrée à l'IA pour pouvoir innover. Okay. Alors déjà, il faudrait définir ce qui est bénéfique, en réalité. Et donc ça, l'IA ne sera pas capable de le faire, en fait. Il va falloir que vous disiez, c'est quoi les critères de bénéfice d'un aliment. Donc je crois encore une fois qu'il ne faut pas faire porter à l'IA toutes les potentialités, mais qu'en réalité, si on veut dire tel ou tel aliment est bénéfique, il va déjà falloir que des chercheurs soient d'accord sur c'est quoi un aliment bénéfique. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la littérature scientifique sur ces questions-là. Donc il y a des vraies questions sous-jacentes qui se posent ici, mais je crois encore une fois qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut véritablement faire. Nous, je vais vous donner un exemple de projet sur lequel on a travaillé, c'est le projet WineCloud, donc c'est un projet avec lequel j'ai travaillé avec le professeur Christophe Nicole, donc avec son laboratoire d'intelligence artificielle distribuée, où on a mis en place un outil prédictif sur la vigne et la viticulture pour permettre d'optimiser en fait la culture de la vigne. Moi, mon rôle dans ce travail-là, ça a été justement de structurer de la donnée en entrée. Et donc de regarder tout ce qui se faisait autour de la culture de la vigne, donc tous les textes de loi, tous les textes agronomiques, et aussi pendant 12 mois, on a suivi sur le terrain un ensemble de viticulteurs, et avec eux, ils nous ont explicité qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien dans les vignes pendant 12 mois, pendant tout le cycle de la vigne, de vie de la vigne. Sur la base de ça, on a agrégé un ensemble de données. Et il y a d'autres données qui ont été agrégées, des données de pluviométrie, des données météorologiques, différents types de données qui permettaient de dire finalement si en avril il se met à pleuvoir, qu'ensuite il fait beaucoup de soleil, peut-être qu'on aura beaucoup de mildiou. Et donc l'idée en fait c'est de travailler à optimiser un cycle de culture de la vigne et de dire sur la base de ces données-là, on peut prédire que potentiellement il y aura des maladies et donc on va traiter en amont. Donc moi, j'ai travaillé sur toute la structuration au départ du système des différents savoirs qui s'agrègent autour de la vigne et de la viticulture. Et c'est un système, après, qui est un système auto-apprenant. Donc chaque année, il y a des données qui sont rentrées par les viticulteurs, et donc chaque année, ça permet d'avoir un système de plus en plus fin. Mais vous voyez bien qu'au départ, en fait, il y a des données qui ont été agrégées, et c'est ces données-là qui permettent d'avoir un système qui va être de plus en plus efficient.
Alors là, en fait, on touche à ce qu'on appelle l'acceptation sociale de l'innovation. Aujourd'hui, l'acceptation sociale, on l'a vu sur les organismes génétiquement modifiés, les OGM, c'est complexe en réalité. L'acceptation sociale de l'innovation, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui se travaille en réalité, travailler l'acceptabilité sociale, l'acceptation sociale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être modifié et dans quelle mesure? Ça va être un peu les enjeux. Je pense que l'ultra-transformation, on voit bien que ça a des limites. On voit bien que la tolérance à des produits comme les OGM a des limites aussi. Et que donc, effectivement, la question de l'acceptabilité sociale, elle doit être traitée en parallèle de l'innovation. Il ne faut pas traiter que l'innovation seule, puisque l'innovation sans citoyen mangeur en face, ça ne sert à rien. Mais on a en tout cas déjà des éléments qui nous montrent que de toutes les façons, il faut le travailler en parallèle et que ça ne peut pas se faire tout seul. En fait, déjà, il faut dire que l'alimentation, c'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose qu'on ingère, qu'on fait entrer dans son propre corps. Donc ça fait depuis très longtemps, en réalité, et même depuis toujours, qu'on est vigilant à ce que l'on consomme. On voit bien que les crises alimentaires, elles ont des répercussions très fortes en la confiance que l'on a, par exemple, envers les éleveurs, les industries agroalimentaires et autres. D'une manière générale, la confiance, elle n'est pas acquise, elle n'est pas donnée de la part des citoyens mangeurs. Donc il faut vraiment travailler à ça, travailler à une communication qui soit transparente, travailler aussi à la traçabilité. La traçabilité, il faut savoir que notre modèle alimentaire français, en fait, c'est très récent, c'est vraiment lié à la crise de la vache folle dans les années 90, qu'on a commencé à mettre en place des systèmes de traçabilité de la viande et de la viande de bœuf. On voit bien maintenant qu'on a la blockchain aussi qui offre des possibilités, notamment avec l'IA. Donc ça peut être aussi des potentialités en fait de transparence et de meilleure communication. Mais d'une manière générale, les citoyens majeurs sont vigilants à ce qu'ils consomment, et heureusement, parce que ça a un impact direct sur notre santé, sur notre état d'être. Et donc, bien évidemment que tout ce qui peut être modifié va créer des interrogations. Mais l'IA offre aussi des solutions comme la blockchain, comme des systèmes de traçabilité et autres. Et ça, c'est intéressant aussi.